Bienvenue à Prudent Mortel. Il est très possible que la musique que vous venez d'entendre ait réveillé en vous beaucoup de souvenirs. Et peut-être que non. Alors, je devrais peut-être vous expliquer de quoi il retourne. Mystère est une émission devenue culte, diffusée entre 1992 et 1994 sur TF1. Elle sortait des productions Plaisance Film, et le producteur, donc Philippe Plaisance, était à l'origine de beaucoup d'émissions que j'avais adorées. L'autre, c'était La Nuit des Héros, mais à l'inverse de Mystère, elle semble avoir marqué moins de monde, car elle est beaucoup plus difficile à retrouver. Il n'y a que quelques reportages qui traînent ça et là, et l'idée de base, c'était de raconter des histoires de personnes ayant survécu suite à l'acte héroïque de quelqu'un. C'était diffusé sur France 2, comme Mystère, et il y avait un générique magnifique. Et comme Mystère, elle fit polémique. On l'a trouvée voyeuriste, c'était la première qui était dans la catégorie des reality shows. Je sais que ça semble bien mignon aujourd'hui, en comparaison de la télé-réalité, mais dites-vous qu'à l'époque ça n'existait pas. J'ai eu bien de la peine quand elle était déprogrammée finalement. La Nuit des Héros était adaptée d'un format américain, Rescue 911, 911 le 911 étant le numéro des secours aux États-Unis. Les Américains étaient habitués à ce type de format, nous beaucoup moins. Donc, forcément, ça choquait à l'époque. Mais Philippe Plaisance n'en est pas resté là. Il avait adapté un autre format américain qui faisait fureur et qui ne savait pas que nous étions pas prêts en fait pour cela. C'était Unsolved Mysteries. J'ai déjà passé quelques extraits de cette émission quand j'ai raconté certaines des histoires, notamment dans la rubrique des légendes urbaines. Unsolved Mystery, comme le nom l'indique, c'était de se pencher sur des mystères quelconques qui pouvaient relever du paranormal, être des miracles, des visions d'ovnis, des phénomènes de hantise, les pouvoirs inexpliqués d'une personne, et ainsi de suite. On essayait ensuite d'expliquer, justement en plateau, de quoi il pouvait retourner. Et certains de ces mystères très connus ne sont d'ailleurs toujours pas résolus aujourd'hui. Du style le triangle des Bermudes, mais on y reviendra. Il peut aussi s'agir d'histoires moins célèbres, arrivées à une personne en particulier. En 1992 donc, Philippe Plaisance entreprend d'adapter le dit format pour TF1. Ce sera Mystère, tout simplement. Comme beaucoup peut-être parmi vous qui l'ont connu, c'était ma porte d'entrée vers le paranormal. Aucune émission en prime time n'en parlait à l'époque. Vraiment, aucune. Le seul autre exemple européen qui me vient à l'esprit, c'est Ghostwatch. Une émission aussi diffusée au début des années 90, mais unique dans son cas, et qui a pris les gens par surprise, un peu comme la guerre des mondes d'Orwell. Certaines personnes, c'était nombreuses, ne savaient pas que c'était en fait une fiction, et ont cru à une vraie émission sur un phénomène de hantise. Les Britanniques ont été terrifiés, ils s'en souviennent encore aujourd'hui. C'est un peu passé la même chose avec Mystère, sauf qu'il y avait plusieurs émissions. 20 en fait. J'étais étonné quand je m'en suis aperçu, je croyais qu'il y en avait eu beaucoup plus quand j'étais enfant. Et même si c'était une de mes émissions préférées, j'étais quand même parfois un peu impressionné. Je me disais, oui, bon, ça dépend quand même des fois. Quand je dis que j'aimais ça, les gens me disaient, ah bon? Mais ça fait très peur. Je dis, oui, enfin, cela dépend du sujet. Voilà. Et puis, bon, aujourd'hui, rien ne me fait peur, et vous non plus. Vous serez nombreux à ricaner devant les effets spéciaux qui semblent bien dépassés aujourd'hui. Mais à l'époque, je prie de croire que ça a impressionné. Si Unsolved Mystery a duré de 1987 à 2010, par exemple, Mystère n'a pas eu cette chance. Seulement 2 ans. Au début, il était question de n'adapter que des mystères français en fait. C'est ça, exclusivement passés sur notre sol. Mais ils ont vite tourné en rond de cette manière, ils ne trouvaient rien. Alors on va dire, non, sans blague,
Il n'y a rien sur le sol français. Et qu'en est-il de la bête du Gévaudan? Qu'en est-il de la ville 10? Qu'en est-il de multiples histoires de hantises qui ne manquent pas sur notre sol? Non, vraiment? Et on pourrait pas raconter non plus des histoires de serial killers du style le sire Cassard, enfin, des choses dont j'ai déjà parlé moi en fait. Faut croire que non, ou alors ils n'ont pas eu le temps. J'ai cité la bête du Gévaudan, mais ils n'en ont jamais parlé, ils auraient pu. Donc devant le peu d'histoires apparemment disponibles, d'une part ils ont commencé à raconter des sujets étrangers, s'étant passé par exemple en Italie, ou bien ils faisaient ce qui était déjà le cas dans La Nuit des Héros, qui adaptait parfois Rescue 911. Ils prenaient un sujet qui était en fait passé dans Unsolved Mysteries et le doublaient en français. Là, les personnes qui intervenaient en plateau n'étaient pas celles qui avaient été directement concernées par le phénomène. Le journaliste qui présentait ces histoires, Alexandre Balou, il a disparu. Je veux dire, je ne l'ai jamais vu présenter autre chose après ou avant. C'est dommage quand même, tout ça. Quand l'émission s'est interrompue pour la saison 94-95, ce n'était pas prévu. Alexandre Balou conclut la dernière émission en disant à la rentrée prochaine. Mais tout de même. Comme je l'ai dit, elle a marqué les consciences malgré tout. D'abord, parce que déjà il y avait le générique. On sent le générique, cette musique. Rien qu'à l'entendre, certains enfants, comme je vous le dis, étaient terrifiés. Il y avait la lettre inversée dans le titre qui accentuait le côté ésotérique. Et puis le plateau, qui ressemblait littéralement à un lieu d'invocation pour des dieux égyptiens, je ne sais pas. Ça faisait grand bruit quand même, à une époque qui se demandait ce qui allait lui arriver sur le coin de la figure avec le passage à l'an 2000. Mais, je me répète, on n'était pas prêt. En 2016, Alexandre Balou explique que nous étions encore trop cartésiens, mais que les Français des années 2000 et 2010 y auraient été bien plus réceptifs. Il regrettait de sorte de ne pas avoir présenté Mystère en 2016 plutôt qu'entre 1992 et 1995. La preuve, il y a eu d'autres émissions parlant du paranormal par la suite, comme justement la soirée du paranormal par exemple, enfin des émissions dans lesquelles j'étais aussi fidèle et au taquet. Et maintenant, eh bien, des youtubeurs français qui parlent de paranormal, on en compte par milliers, nous sommes d'accord. Le public pour cela a fini par apparaître. Mais je ne pouvais que m'incliner devant l'initiative des pionniers comme ceux-ci. Et puis, ce sera peut-être l'occasion de rappeler quelques traumas à quelques-uns parmi vous. Par exemple, chaque fois que l'émission est évoquée devant ceux qui l'ont connue, je me rends compte, en regardant d'autres youtubeurs, mais aussi en lisant d'anciens comptes rendus de ceux qui s'en rappellent, c'est « Ah oui, la maison qui saigne. Ah oui, les pommes volantes dans la maison hantée. Et ah oui, la fillette avec les yeux exorbités. » Mais qu'est-ce que c'est que ces salades encore? Oui, je suis la maison qui saigne. Et c'est seulement une fois par mois? Je mangerais bien un fruit. Tiens, mange. Laisse-moi tranquille. J'ai pas vu toutes les émissions à l'époque, donc la fillette aux yeux exorbités, je m'en rappelais pas parce que je l'avais pas vue. Les autres, si. Je me souviens qu'elles avaient fait de grand bruit. Alors, avant qu'on ne commence, je rappellerai pour info des choses qui se sont passées entre deux reportages et que certains parmi vous se rappellent aussi peut-être. Pendant la deuxième année de diffusion, il y avait ce qu'on appelait un journal de l'étrange. J'aimais bien. Ça résumait les infos, donc paranormales, mais tout simplement insolites, qui avaient eu lieu. On y apprenait certaines choses, comme le phénomène de voyance à Medjugorje, ce que c'était qu'un roi des rats. On pouvait guérir par piqûre d'abeilles. Les coïncidences dans le roman The Wreck of the Titan, qui rappelle celle du Titanic, ou entre les présidents Lincoln et Kennedy, c'est très connu. Et on évoquait également, vous serez surpris, qu'il y avait un lien possible entre la couche d'ozone et le méthane produit par les élevages de vaches. C'est très connu aujourd'hui. Mais apparemment, on n'en avait aucune idée avant la fin des années 90.
Il pouvait aussi y avoir des expériences menées par des voyants, ils étaient souvent invités sur le plateau, des médiums. Certains arrivaient, après avoir hypnotisé une personne, à faire en sorte qu'une moto roule dessus alors qu'elle était allongée sur des tessons de verre, ou bien à deviner, parfois assez justement, à qui appartenait un objet qu'on avait apporté en plateau. Il n'y a pas vraiment eu de gros fails. On avait aussi essayé en début d'année 94 de faire deviner à un astrologue, un numérologue, une voyante et un médium ce qui allait en être de l'année à venir. L'un d'eux annonçait notamment un progrès significatif pour traiter l'épidémie du sida, une grosse préoccupation à l'époque. Toutefois, je ne connais de gros progrès pour ce traitement que depuis 1996 et l'invention de la trithérapie, donc c'était pas encore tout à fait ça. L'un d'eux avait parlé d'une brutale manifestation d'agriculteurs, par exemple, mais il y avait en fait eu une manifestation de marins-pêcheurs en février. Beaucoup de manifestations contre le CIP, mais personne n'en avait vraiment parlé. Un autre parlait de la Palme d'Or de Cannes, remise à un film avec Isabelle Adjani. Raté, c'était Pulp Fiction. L'un d'eux disait aussi que Patrick Bruel trouverait une nouvelle petite amie, mais ça, je n'ai pas pu en retrouver la trace. C'était peut-être un peu trop fugitif. L'un d'eux voyait aussi une grosse polémique au mois de septembre, agitant de vieux scandales, mais la seule chose qu'il y avait eu à l'époque de vraiment marquante sur un plan politique, c'était l'interdiction dans l'enseignement public du port de signes ostentatoires de religion, comme le voile. Donc, oui. Je pense qu'il est difficile de toute façon de prédire le destin du monde en particulier, plutôt que le destin d'une personne. Enfin, il y avait la fameuse affaire de la moto en aveugle. Un médium du nom de Jean-Marie Laforgue avait fait de la moto en aveugle après une préparation mentale de plus de 10 heures d'après lui. Effectivement, après avoir été mis en aveugle, donc avec un bandeau sous contrôle d'huissier, il avait réussi à conduire parfaitement. Toutefois, des prestigitateurs qui avaient assisté à la performance avaient demandé à ce qu'il recommence, et cette fois-ci c'est eux qui avaient inspecté son bandeau. Et bien cette fois-ci il a raté. Malgré tout ce qu'il avait sur les yeux, ça semble difficile à croire, Jean-Marie Laforgue avait en fait usé d'un truc d'illusionniste. Ça n'a pas aidé à la réputation de l'émission, et ils ont arrêté de faire des démonstrations en direct. Je me souviens bien de la réputation de l'émission, à l'époque. J'avais lu dans le magazine Okapi une lettre de l'actrice qui disait « Je crois pas aux esprits, mais depuis que j'ai vu Mystère, j'ai très peur d'en croiser un. » À noter que moi je ne comprends pas ce que les gens entendent par esprit. C'est quoi? C'est un ange? C'est un fantôme? C'est un incube, une succube? Ou un démon? Je ne sais pas ce que vous craignez en parlant d'esprit. Toujours est-il que la rédaction lui avait répondu « Non, mais tout ça, c'est pas vrai du tout. C'est que du cinéma, n'ayez pas peur, c'est pour faire frissonner les téléspectateurs, etc. » Il n'avait pas entièrement tort, dans la mesure où oui, il y avait une bonne partie, bien sûr pour faire de l'audimat, mais, attention, là, je pense qu'il y avait cette réponse pour rassurer totalement la lectrice. Et Alexandre Balou admettra plus tard qu'il mélangeait le vrai et le faux. Pour autant, tous les sujets n'étaient pas entièrement faux. Un exemple donné par Okapi, c'était que, en fait, le mystère du saint sarcophage d'Arles-sur-Tech est levé depuis plus de 30 ans. Sauf que, je vous en parlerai moi-même, c'est pas si simple. D'ailleurs, qu'est-ce qui était vrai, qu'est-ce qui était faux? Maintenant que je vous ai évoqué ce qui se passait en plateau, on peut passer directement au reportage. Alors accrochez-vous. Comme je l'ai dit, c'est classé selon le phénomène de l'iceberg. Il était principalement question de miracles, de voyance, d'ovnis, de hantises et parfois de sorcellerie. J'ai placé les sujets, puisque nous sommes dans un format iceberg, les sujets les moins effrayants au sommet.
et principalement question de miracle. Mais quand nous enfoncerons, nous verrons ce qui était le plus perturbant visuellement. Donc ce seraient plutôt les sujets dont nous parlions plus tôt vers la fin. Je vais rappeler de quoi il était question dans chaque émission, qui elle, je dis, est facile à retrouver, il y a eu beaucoup de reuploads, mais pas que. Ma curiosité a fini par être aiguisée quand je suis retombé sur l'émission et je me suis dit tiens, aujourd'hui on peut savoir de quoi il est question. Qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Est-ce qu'on en sait plus aujourd'hui sur tout ça ou pas? Enfin bon. Donc, je suis allé sur internet et pour chaque sujet, j'ai cherché à savoir ce qu'il en était aujourd'hui. Vous verrez, il y a très peu de mystères résolus depuis 30 ans. Cela dit, soit ce sont des mystères dont justement qui en ont toujours été, on n'en sait pas plus aujourd'hui, comme l'identité de Jacques l'Éventreur qui a été évoquée, par exemple. Soit ce sont des mystères que je qualifierais de plus personnels, arrivés à une personne en particulier. C'est tellement particulier justement que je n'ai retrouvé nulle part le nom de cette personne. Je ne sais pas si ce qu'elle a dit est vrai, je ne sais pas du tout ce qu'il en est aujourd'hui. Voilà. Donc je vais m'efforcer de vous dire qu'en est-il aujourd'hui, mais parfois vous verrez que je n'en sais pas forcément beaucoup plus. Eh bien, débutons-en par le saint sarcophage d'Arles-sur-Tech. Dans cette petite ville, il y avait depuis le IVe siècle devant l'église un sarcophage en marbre qui donne 600 litres par an d'eau pure. Comment est-ce possible? Eh bien, on aurait ramené, donc au IVe siècle, dans ce sarcophage, les reliques des saints Abdon et Sémène, des reliques trouvées dans des catacombes, qui semblent avoir disparu depuis, mais ça n'empêche pas que, donc régulièrement, le sarcophage se remplissait d'eau. À en croire les témoignages, en l'an 960, des créatures mi-hommes, mi-singes auraient dévoré des enfants dans cette ville d'Arles-sur-Tech. Et ça ne s'invente pas d'ailleurs. On s'était interrogé quant au fait que l'eau pouvait entrer dans le sarcophage, donc par un conduit ou une faille quelconque. Il y avait déjà eu une expertise en 1587, on avait rien trouvé de tel. En 1950, le sarcophage a été ouvert, vidé, nettoyé. Donc c'était le fameux... C'était cette fameuse étude dont il était question dans Okapi. Et des hydrauliciens avaient conclu quant au fait que le couvercle n'était pas perméable. Mais selon les autres expertises, au contraire, il l'était. Donc il laissait passer l'eau de pluie et ça expliquait sa présence dans le sarcophage. Il n'y aurait pas eu de position officielle, en fait. En 1794, pendant la Révolution, le sarcophage aurait été profané. Et un an après, il s'est tari. En fait, il se tarit toujours après un malheur, comme en 1940 après la défaite, bien qu'il y avait eu une inondation. Mais, quel intérêt, un sarcophage qui se remplit d'eau, me direz-vous? Eh bien, cette eau était miraculeuse, elle guérissait, il y avait eu de nombreux témoignages. Et là, je me dis, quand bien même c'est de l'eau de pluie qui a traversé le couvercle, ça, en théorie, je vois pas trop comment on peut l'expliquer. Sauf peut-être par, bien sûr, une méthode de Coué quelconque, ou un effet placebo. Maintenant, quelle conclusion tire-t-on aujourd'hui? Eh bien celle dont j'ai déjà parlé, dans Okapi, une étude menée sans doute en 1961. Pour eux, le couvercle est perméable. Cela a été d'ailleurs confirmé, ce qui ne pouvait pas être le cas à l'époque de Mystère, dans des études menées en 1999 et en 2000. Mais je réitère ma question. Même si c'est de l'eau de pluie, pourquoi est-elle curative?
Jeanne Freitel était née en 1914, elle avait toujours été de santé précaire et n'avait jamais connu la bonne santé. Très pieuse, elle fit sa première communion à 10 ans, puis, à 20 ans, voulut devenir religieuse, mais elle ne put rentrer au couvent, car elle se retrouva gravement malade. Elle souffrait de tuberculose généralisée. Elle se retrouva donc à l'hôpital, où elle entra à 23 ans, et y passa, accrochez-vous, 11 ans. Elle était toujours fiévreuse, ne pouvait plus marcher, à telle enseigne que quand la Seconde Guerre mondiale éclata, pendant cette période, eh bien, pendant les bombardements, contrairement aux autres malades, elle ne pouvait pas se lever et s'abriter sous son lit, comme le voulaient les règles de sécurité. Elle disait que si les sœurs présentes sur place ne l'avaient pas aidée, elle serait sans doute morte. Là-dessus, en juin 1947, l'une des religieuses qui était à ses côtés proposa de l'emmener à Lourdes pendant une semaine. Mais Jeanne Freitel était sous l'effet de la morphine, tant elle avait mal. Elle était donc sans connaissance au mois de juillet, quand elle arriva à Lourdes. Rien ne se passa de particulier pour elle cette fois-là, et en octobre 1948, elle sombra dans le coma. On l'emmena donc pour la deuxième fois à Lourdes, toujours inconsciente et dans le coma, et sa civière fut placée dans l'esplanade, devant la grotte miraculeuse, et le prêtre, en la voyant, lui déposait, après avoir ouvert la bouche, l'hostie dedans. Et ce soir-là, Jeanne Freitel sortit du coma, à l'hôpital de Lourdes. Elle ouvrit les yeux et demanda où elle était, car elle ne savait pas qu'on l'avait emmenée à Lourdes. Elle arrivait à se lever, puis à marcher seule, puis à manger, ce qu'elle n'avait plus fait toute seule depuis longtemps. On l'emmena au bureau médical, où on constata que les symptômes avaient disparu. Sa guérison fut si brutale qu'elle prit 13 kilos en 13 jours. C'est assez spectaculaire, on peut voir ça sur des photographies qui ne sont séparées que par quelques heures. Une où elle est couchée et une où elle est debout. Jeanne Freitel revint souvent à Lourdes. Elle fait partie des miraculés, c'est-à-dire que des guérisons, il y en a toujours beaucoup chaque année. Mais 67 guérisons, depuis seulement, ont été reconnues miraculeuses, c'est-à-dire totalement inexplicables par la médecine et la science. Tous les autres ont dit « Ah, peut-être que c'était pour cette raison ». Alors, que dire là-dessus? Eh bien d'abord que Jeanne Freitel est décédée en 2005, et ça on s'en serait douté. Et sinon, ben rien excepté que moi, son cas m'interpelle pour une raison. On dit parfois les gens doivent guérir quand ils vont à Lourdes. C'est une sorte d'effet Coué, ou d'effet placebo, c'est-à-dire que comme ils sont dans un lieu, sans doute très chargé énergétiquement, ils savent que la guérison peut arriver, ils peuvent parler à des gens à qui c'est arrivé, leur corps peut se sentir mieux pour cette seule raison, c'est vrai. Mais Jeanne Freitel, souvenez-vous, était comateuse. Elle ne savait absolument pas où elle se trouvait. C'est pour cette raison, je trouve, que sa guérison interpelle. Fatima est un lieu d'apparition de la Sainte Vierge où elle avait été vue en 1914 aurait révélé 3 secrets. Le troisième fut caché pendant très longtemps. Le pape Saint Jean-Paul II s'était dit sauvé par la Sainte Vierge après un attentat en 1981. Et il avait une dévotion particulière pour la Vierge dite de Fatima. En 1917, 3 petits bergers portugais, Lucia, Francesco et Jacinta, virent régulièrement d'abord un ange qui s'appelait l'ange de la paix, mais ce n'était pas dit dans ce reportage-là. Moi je le sais seulement parce que je l'ai lu après. Puis après les apparitions de l'ange, c'est la Vierge qu'ils virent. Elle arrivait
devant eux tous les 13 de chaque mois, pendant 6 mois à partir du 13 mai 1917. Il est à noter que Francesco la voyait mais ne pouvait pas l'entendre curieusement. Seule sa sœur et sa cousine y parvenaient. Selon un spécialiste, Gérard Sed, les enfants ont été abusés en voyant l'éclair, du tonnerre, etc. Et de là à ce que ça prenne forme humaine et que ça parle, moi ça me paraît un peu plus compliqué. Là-dessus, le 13 octobre, la Vierge fut une apparition attendue, car elle avait prédit que ce jour-là, elle dirait qui elle était, en l'occurrence la Vierge, qu'elle ferait un miracle pour que tous croient. Elle annonça ce jour-là que la guerre allait bientôt finir, c'était vrai l'année suivante, et les gens présents, ils étaient nombreux, beaucoup de témoins, venus voir le miracle, virent soudain le soleil pâlir et se mettre à danser. On parla d'hystérie ou d'hallucination collective, d'autres encore, qu'on avait sans doute vu une aurore boréale. Oui, mais de ce que je sais personnellement, le phénomène aurait été vu à plusieurs kilomètres d'ici par des gens qui ne savaient pas forcément que ce jour-là était l'apparition de la Vierge. En 1942, on révéla l'existence de 3 secrets que la Vierge aurait confiés aux 3 enfants, dont 2, Jacinta et Francesco, étaient décédés depuis de la grippe espagnole. Mais la 3e, devenue sœur Lucie, était encore là. Elle dit qu'on leur pouvait révéler les 2 premiers secrets. Il était question de la guerre et de persécutions anticléricales avec des prêtres menacés et emprisonnés. Il s'agissait donc d'une anticipation de la révolution soviétique, ce qu'à l'époque, en 1942, donc tout le monde savait. Et également tout le monde savait qu'il y aurait eu de nouveau donc une guerre. C'est pour ça qu'on les avait révélés à ce moment-là. Mais quel était donc le 3e secret? Jean-Paul II et sœur Lucie furent longtemps le seul à le savoir. Le seul indice qu'on ait pu dire chez Mystère, c'est que le 13 mai, justement 1981, Jean-Paul II avait fait don au sanctuaire de Fatima de la balle qui avait failli le tuer en 1981. Alors, quel était ce secret? Il fit couler beaucoup d'encre et faisait beaucoup fantasmer à l'époque du passage dans Mystère. Pourquoi? Eh bien, parce qu'on se demandait est-ce que c'est quoi, est-ce que c'est la fin du monde, ce genre de choses. Mais rien d'aussi sensationnel. En fait, c'est un mystère résolu parce qu'il était révélé en l'an 2000, une fois qu'il fut devenu, encore une fois, un événement passé. Voici comment parlait sœur Lucie, décédée depuis d'ailleurs. Elle disait que sur le côté gauche de Notre-Dame, elle voyait un ange avec une épée de feu dans la main qui scintillait et mettait des flammes quand pour incendier le monde. Mais elle s'éteignait au contact de la splendeur qui émanait de la main droite de Notre-Dame. L'ange disait alors d'une voix forte « Pénitence ». Ils ont vu alors un évêque vêtu de blanc et eu le pressentiment que c'était le Saint-Père, c'est-à-dire le pape. Avec d'autres religieux et religieuses, ils seraient montés sur une montagne escarpée, au sommet de laquelle il y avait une grande croix. Le Saint-Père aurait traversé une grande ville en ruine, affligé de souffrance et de peine. Prosterné au pied de la grande croix, il aurait été tué par un groupe de soldats qui tirèrent plusieurs coups avec une arme à feu et des flèches, et seraient morts autour de lui des évêques, prêtres, religieux et religieuses. Alors, qu'est-ce que ça pouvait bien être? Vous l'avez deviné sans doute, l'attentat de 1981. Un souverain pontife a effectivement été atteint d'une balle, mais il n'en est pas mort. C'est pour cela que Jean-Paul II a fait don de la fameuse balle. Il en était persuadé, la Vierge de Fatima l'avait protégé,
Peut-être qu'il a su ce secret dès son élection 4 ans plus tôt. Qu'il savait, je ne sais pas comment, et après tout il ne connaissait pas la date, mais en quelque sorte, il se doutait de quelque chose. Pour l'anecdote, cet attentat aurait aussi été prédit par Nostradamus. Ça fait beaucoup de monde. Mais j'en reparlerai quand nous aborderons Nostradamus. Delizia Tassilioli est née à Paterno en Sicile en 1976. À 11 ans, des douleurs dans les os de sa jambe révélèrent un sarcome d'Ewing qui aurait dû lui valoir une amputation. Ça aurait coûté très cher de la faire partir à Lourdes, où ses parents pensèrent aller pour demander un miracle. Mais toute sa ville se cotisa. La petite fille partit à Lourdes avec sa mère, mais elle n'en revint pas en meilleur état. Et au contraire, elle passa encore des mois sur son lit, à souffrir de douleurs atroces. Et soudain, le 24 décembre, la voilà qui se lève, qui va voir sa mère, qui dit qu'elle a faim. Sa mère lui demande: est-ce que tu as mal? Delizia répond non. Elle fut guérie d'un coup en 1977, sans le moindre traitement ni médicament. En juillet 1977, le bureau médical de Lourdes constata qu'elle n'avait plus rien. Depuis 1989, Delizia revenait chaque année en pèlerinage à Lourdes. Elle était infirmière. À l'heure qu'il est, Delizia est toujours infirmière, elle va toujours bien et c'est tout ce que je peux vous dire sur elle pour l'instant. Marthe Robin, qui habitait la Drôme, j'en ai souvent entendu parler quand j'étais à l'école, aurait passé 50 ans complètement paralysée, mais aussi sans manger, boire, ni dormir. Elle était née à Châteauneuf-de-Galore en 1902. À 16 ans, elle contracte une typhoïde et à 26 ans, elle devient aveugle. Son appareil digestif ne marchait plus. En 1942, un médecin l'examine, mais à cette époque-là déjà, elle ne peut plus manger, sauf l'hostie consacrée toutes les semaines. On pensa qu'elle souffrait d'angoisse névrotique. À partir de 1930, en outre, tous les vendredis, on l'a retrouvée recouverte de stigmates, c'est-à-dire les mêmes blessures que celles du Christ apparues sur elle spontanément. Elle aurait revécu tous les vendredis la passion dans sa chair, et aussi aurait subi les attaques du démon, enfin ce qu'elle disait. À sa demande, on fonda près de 170 foyers de charité. Elle mourut en 1981. Depuis, son procès en béatification, c'est-à-dire canonisation pour être déclarée sainte, a commencé. Alors, que peut-on dire de tout cela? Eh bien, en 1996, déjà, on a nommé un nouveau postulateur, c'est-à-dire une personne censée vérifier la véracité de son état médical, qui semble étonnant. En 2014, on reconnut l'héroïcité de ses vertus, c'est-à-dire le tout premier échelon pour devenir saint ou sainte, par le pape François. Il y eut un nouveau postulateur qui avait dû être démis de ses fonctions. Enfin, en 2018, un livre parut, La fraude mystique de Marthe Robin. En octobre 2020, il fut officiellement contesté, le bouquin, je veux dire. Il n'aurait rien apporté de neuf, aucune preuve que comme quoi Marthe Robin aurait fraudé. Et voilà pourquoi, moi-même, je ne peux rien vous dire de plus sur son cas. Damas n'était pas un reportage à proprement parler, mais plutôt une sorte de virgule au milieu de l'émission. Elle avait marqué à l'époque, donc c'est pourquoi je vous en parle. Elle concernait Myrna et Nicolas Nazour, qui habitaient donc Damas en Syrie et qui en 1982
virent que chez eux une icône de la Vierge suintée de l'huile pour la première fois en 1970. Et pas que. Ensuite, ce sont les mains de Myrna qui se sont mises à suinter de l'huile. Elle affirmait entendre des voix qui lui disaient « N'aie pas peur ». Il y eut des enquêtes, bien sûr, des analyses. On remarqua deux choses. D'abord, ce qui suintait de ses mains, c'était de l'huile d'olive pure à 100%. Mais je sais, le corps humain n'est pas censé en produire. Ça n'est pas tout. La fameuse huile commença à permettre des guérisons miraculeuses. Des gens venaient voir Myrna, qui était une chrétienne d'Orient donc. Un homme paralysé repartit en marchant, une femme aveugle retrouva la vue, etc. Myrna disait en outre recevoir des messages des cieux et tombait régulièrement en extase. Des stigmates, comme je vous parlais un peu plus tôt, apparaissaient sur elle et le phénomène a été filmé. Aujourd'hui, ni l'icône, ni Myrna ne suintent plus depuis 2001. En outre, Myrna Nazour serait en France depuis 2017. On comprend pourquoi, le contexte est un petit peu agité. Elle continue de donner des conférences, d'écrire des livres, etc. Comment a-t-elle guéri des gens? Je suis comme vous, je n'ai pas l'explication, en tout cas, est rationnelle. Madame R était comme Marthe Robin, une personne qui a réussi à vivre des années sans manger. Madame R, parce qu'elle avait voulu garder l'anonymat. Alors voilà. Le 28 mai 1980, elle n'avait pris aucune nourriture ni aucun liquide depuis 13 ans. On l'avait enfermée pendant plusieurs jours dans un hôpital pour vérifier ses dires. Au 36e jour, déjà, seule une religieuse pouvait lui rendre visite et lui apporter de l'eau pour qu'elle puisse faire sa toilette, mais c'était tout. On vérifiait avec un docteur comment elle allait, s'il y a une faute possible, elle était enfermée à clé, c'était impossible. Chez cette femme qui avait 69 ans. Mais comment tout ça avait-il commencé? Elle expliqua au téléphone, donc toujours pour rester anonyme, comment Madame R avait perdu sa mère à 3 ans. À 7 ans, son père se remarie et sa belle-mère l'a maltraitée. La petite trouva refuge dans la prière. Un jour, alors qu'elle recevait la première communion, elle affirma avoir vu Jésus dans l'hostie. Le matin, elle rendait régulièrement visite à un ami prêtre pour entendre la messe. C'était son seul réconfort. Mais sa belle-mère, s'étant aperçue, le lui interdit et lui fit faire toutes les corvées. Un jour, au lavoir, la future Madame R vit Jésus sur la croix. Une vision mystique, si vous voulez. Elle voulait devenir bonne sœur, mais elle avait une santé trop précaire à cause d'une maladie cardiaque. Elle fit un pèlerinage à Lourdes en 1938 et décida par la suite que si elle ne pouvait être sœur, elle devrait se marier. Elle fit 3 enfants avec son mari. En 1975, Madame R cessa de s'alimenter soudain. Elle disait que si elle devait manger ou buvait, faire plaisir à son mari, elle tombait malade. Elle avait une sorte de syncope. Elle ressentait des douleurs, des étouffements, donc du coup, elle ne se forçait plus. En outre, elle disait qu'elle ressentait les attaques de Satan si elle se sentait tentée de manger. Un exorciste l'a examiné, mais il n'a rien vu de particulier. Si ce n'est que Madame R ne prenait qu'une nourriture psychique, si j'ose dire, les hosties. En plateau, on précisa que les autosuggestions pouvaient être fortes sur les questions de santé. Toutefois, Madame R ne faisait pas d'anorexie. Elle prenait même du poids, curieusement. Depuis, j'ai su que son histoire provenait d'un livre, La Passion de Madame R, le journal d'une mystique assiégée par le démon. Mais qui était-elle? Qu'est-elle devenue depuis? Y a-t-il une explication sur son cas? Eh bien, je ne vais pas vous répondre, vous en doutez.
Nous n'avons pas son nom. Elle est donc restée anonyme pour toujours. Yvonne Aimée de Malétroit était une religieuse qui eut les stigmates et fut attaquée par le démon régulièrement. Elle était capable de bilocation, c'est-à-dire d'avoir le don d'ubiquité, et faisait apparaître des fleurs sur son passage par exemple. On lui trouvait aussi des griffures partout, sans doute consécutivement aux fameuses attaques du démon. Elle était née à Cossé en 1901, son père est mort quand elle avait 3 ans, et sa mère, qui travaillait comme enseignante, l'avait fait élever par sa grand-mère au Mans. À 10 ans, la petite Yvonne écrivit un pacte avec son sang, où elle jurait de devenir sainte et martyre. Elle tomba très malade un jour, et fit des rêves prémonitoires en 1922. Elle s'y voyait religieuse, aussi que des hommes vêtus d'un uniforme étranger jetaient des missiles sur la France. En gros, elle avait vu l'invasion de 1939 avant qu'elle ne se produise. Elle avait vu aussi que, pendant cette période, elle vivrait une grande épreuve. Yvonne Aimée entra effectivement au couvent des Augustines, et là-bas, quand finalement ce fut donc l'occupation, elle aida la résistance. Son couvent était un refuge pour les parachutistes, par exemple, britanniques, qui étaient égarés et qu'il fallait cacher. Le 16 février 1943, un ami prêtre à elle, le père Labutte, reçut un télégramme l'informant qu'elle avait été dénoncée pour avoir caché plus de 100 résistants dans son couvent et qu'elle était interrogée par la Gestapo. La pauvre Yvonne était torturée au moyen d'un fil attaché à son cou, qui l'obligeait à se tenir sur la pointe des pieds. Si elle se relâchait ne serait-ce qu'un moment, elle serait morte par étranglement. Or, cet ami, le père Labutte donc, vit Yvonne lui apparaître, comme ça devant lui, sauf qu'elle était en prison. Comment c'est possible? Il s'agissait là d'un cas de bilocation. Finalement, Yvonne fut relâchée. Par la suite, des témoins, comme le père Labutte, mais aussi quelques autres, virent parfois des phénomènes étranges, comme des fleurs fraîches apparues soudainement autour d'Yvonne Aimée alors qu'elle était en intérieur. Et d'autres témoins affirmèrent une fois de plus l'avoir vue en 2 endroits différents. Elle fut faite chevalier de la Légion d'honneur et tint à voyager pour secourir son prochain, malgré sa santé fragile. Une santé fragile qui lui valut de mourir à 50 ans, en 1951. En 1957, son procès en béatification commença. Que puis-je dire aujourd'hui sur Yvonne Aimée donc? Eh bien, d'abord que sans le savoir, je la connaissais déjà. J'avais oublié son nom après avoir vu dans Mystère. Des années plus tard, je suis tombé sur un petit livre pour enfants, vendu dans les librairies religieuses. On parle d'Yvonne Aimée mais étant petite, quand elle était élevée par sa grand-mère. Elle avait déjà une foi ardente qu'elle ne savait pas comment exprimer. Elle savait évidemment qu'un enfant ne devient pas martyr ou ne peut pas vivre en ermite. Mais à défaut, elle faisait certaines choses comme donner ses chaussures à une enfant pauvre, comme ça, juste après l'avoir croisée. Et par la suite, en me renseignant sur son sujet, j'ai su que le 1er juin 1960, donc à la veille de Vatican II, qui était un concile qui a beaucoup modernisé l'Église, en 1960 donc, on craignait que son cas ne suscite une vague d'illumination parce que les choses tout simplement à son sujet semblaient trop incroyables. Alors le cardinal Ottaviani, qui était prosecrétaire du Saint-Office, décréta l'arrêt du procès en béatification. En effet, Yvonne Aimée aurait eu des dons de prophétie, comme je vous l'ai dit, de guérison aussi, donc de bilocation. Il y a eu 151 témoignages. Elle avait les stigmates, elle avait des prémonitions, des visions et des matérialisations.
de fleurs, le plus souvent des lys, des roses. Des gens ont vu apparaître des bagues aussi près d'elle, et donc elle était attaquée par le démon. Mais selon le cardinal dont je vous parlais, tout cela semblait trop difficile à croire. Et donc, le procès a été arrêté comme je vous le dis, et Yvonne Aimée n'est pas sainte. C'est assez curieux quand même. D'autres, comme Padre Pio, l'ont été, malgré que, en théorie, c'était pas plus difficile à croire avec eux. Chucky McGivern, 11 ans, un petit américain, c'était donc un sujet de Unsolved Mysteries, à Noël 1982, avait perdu connaissance après plusieurs jours de grosse fièvre. Il était dans le coma avec le cerveau enflé. Il souffrait du syndrome de Rey, qui attaque le système nerveux des enfants uniquement. Même quand on n'en meurt pas, on peut avoir des séquelles à vie. L'enfant est évacué à l'hôpital, et Nancy, la mère de Chucky, voit arriver son cousin Jerry. Il lui offre une médaille de Saint John Newman, le patron des vocations, affirmant que cette dernière lui avait sauvé la vie après un accident de voiture en Italie, car il l'avait dans la poche. Saint John Newman, arrivé de Bohême en 1836 aux États-Unis, fut l'évêque de Philadelphie. Il meurt en 1860. En 1923, une image posée sur le ventre d'un malade le guérit de la péritonite. Il y eut d'autres cas de guérison, et en 1977, Saint John fut canonisé comme étant le premier saint de nationalité américaine, mais pas du continent américain. Sainte Catherine Tekakwitha, par exemple, elle, était une native du Canada. Nancy épingla cette médaille avec d'autres médailles sacrées sur l'oreiller de Chucky. Cela faisait des années qu'elle et son mari n'étaient pas allés à l'église, mais ils priaient beaucoup pour l'état de leur petit garçon. Mais celui-ci empira. Il avait les poumons bloqués. Nancy entendit même 2 infirmières affirmer qu'il n'allait pas s'en tirer. Elle alla voir son fils et remarqua que la médaille de Saint John était à l'envers. Elle l'a remis à l'endroit, mais, rebelote, à l'envers encore quelques jours après. On aurait dit que quelqu'un passait après elle. On mit aussi une image de Saint John dans sa chambre. Sauf que personne ne savait comment c'était arrivé là. Les gens de la famille se demandèrent « c'est toi qui l'as mis ?» Non, ce n'est pas moi. Donc on ne savait pas. Un jour, le père de Chucky était en salle d'attente, comme très souvent, et vit arriver un jeune garçon qui dévisagea tout le monde, sourit, et sortit. Puis une infirmière alla voir le père de Chucky et lui dit qu'un garçon serait venu voir Chucky dans sa chambre. Quand on lui demanda ce qu'il faisait là, il dit juste « je suis venu voir Chucky ». Un prêtre, le père Roncas, donna les derniers sacrements le même jour et affirma sentir la présence de l'Esprit Saint cependant. 1 heure plus tard, Chucky se réveillait en pleine forme. Il raconta les rêves qu'il avait faits dans son coma à ses parents. Il se voyait entouré d'enfants qui étaient ses amis, lui donnaient des cadeaux de Noël. Mais l'un d'eux, en particulier, s'était bien occupé de lui. C'était, disait-il, le meilleur ami qu'il aurait pu avoir, même éveillé. Il lui donnait de la force. 1 semaine plus tard, et donc à quelques jours de Noël, Chucky sortit de l'hôpital. Une guérison comme, selon les médecins, il n'en avait jamais vu. Après un check-up 3 mois plus tard, ce fut comme s'il n'avait jamais été malade. La famille se rendit ensuite au sanctuaire de Saint John pour le remercier. C'est le lieu où il repose. 2 semaines après que Chucky est guéri. Ce dernier passa devant un portrait et s'exclama « Je le reconnais, c'est mon ami ». Or, le portrait représentait Saint John, encore enfant. En plateau, un docteur, Henri Formé, affirma que, sans doute, Chucky avait eu une rémission dite automatique, bien que, malheureusement, nous ne savons pas par quel mécanisme elle se produise. Il évoqua ainsi une tumeur du poumon impossible à soigner
où un Canadien guérit spontanément de la tuberculose de cette manière. Un spectateur du premier rang affirme aussi avoir été guéri par prière et montrant des images de scanner de ses radios. Sa maladie est visible sur la première, mais pas sur la seconde, il n'y a plus rien. Le médecin insista qu'il y avait une sorte d'interrupteur de réversion, mais qu'évidemment nous ne savons pas comment il s'actionne et surtout pourquoi. Que dire là-dessus? Eh bien que de nos jours, Chucky McGivern va toujours bien. Et que, non, on ne sait pas comment il a guéri. Par réversion peut-être, mais avouez que les choses qu'il a vues en rêve étaient quand même très surprenantes. Nicole Dron, en janvier 1968 et suite à un accident et l'expérience chirurgicale qui a suivi, aurait vu le tunnel dit de la mort, ou EMI. Les expériences au seuil de la mort. Elle se retrouva en arrêt cardiaque pendant l'intervention et subit ce qu'on appelait une mort clinique. Nicole Dron s'est levée, a essayé de toucher les objets, elle voyait son mari, mais elle traversait les murs. Elle finit par se retrouver aspirée dans un couloir, un tunnel noir, vu la lumière, littéralement. Elle vit alors un jardin merveilleux, et un jeune homme l'a approché. Ce jeune homme se présenta comme son frère, décédé à 7 mois. Pourtant, il n'avait plus 7 mois. C'était un jeune homme, comme si son âme avait pu grandir une fois arrivé au paradis. C'est alors qu'un autre homme, resplendissant de lumière, de la lumière de l'amour et de force, s'approcha de Nicole, qui comprit spontanément qu'il s'agissait de son ange gardien. Son ange lui demanda « Comment as-tu aimé et qu'as-tu fait pour les autres ?» C'était un examen de conscience. Il lui montra toute la misère sur la terre, les guerres, les famines, mais aussi un mur de pierres précieuses resplendissantes, symbolisant chaque bonne action faite par les humains. Nicole vit aussi une ville de lumière qu'elle n'identifia pas, mais que pour ma part, je me dis c'était peut-être ce qu'on appelle la Jérusalem céleste. Puis elle s'éveilla. En plateau, on affirma que les expériences de morts imminentes ne sont pas reproductibles. Certaines personnes, après ces expériences, ont des informations sur le futur qu'elles n'auraient pas pu deviner si elles avaient simplement halluciné d'après elles. L'une d'elles avait rêvé de ses grands-parents de sa belle-mère, morts à l'époque. Il aurait prédit qu'un de ses enfants se casserait la jambe, et ce serait arrivé. Que puis-je dire de l'histoire de Nicole Dron aujourd'hui? Eh bien qu'elle a écrit 2 livres sur le sujet, et qu'elle est toujours vivante. Sinon, c'est à peu près tout. Est-ce qu'elle a vraiment vu ce qu'elle dit? Je ne sais pas. Pas plus que toutes les personnes ayant vécu une expérience de mort imminente. Le sujet est assez documenté. Il est très curieux, de l'avis de presque tout le monde, que des personnes qui ne se connaissent pas décrivent presque toujours la même chose, le tunnel, la lumière, etc. Mais on sait aussi que ces personnes voient le seuil. Elles ne voient pas ce qu'il y a au-delà, sinon elles ne seraient pas revenues. Padre Pio, né Francesco Fargione, était un prêtre qui connut les stigmates pendant 50 ans, ainsi que des violentes attaques de démons lui aussi pendant 3 ans. Les frères franciscains, ceux qui y vivaient, savaient que c'était le cas quand ils entendaient de violentes déflagrations. Pourtant, le Padre Pio était seul quand ça se produisait. Le 20 septembre 1918, ses frères le virent plaqué au sol, incapable de bouger. Il revivait la passion du Christ et eut tous les stigmates. Tous les jours, en fait. Elle ne cicatrisait pas. Il est le premier prêtre dont on put prendre des photos des stigmates. Même si le Padre Pio n'aimait pas être pris en photo. Il avait aussi le don de bilocation également. En 1918, après une défaite, un général du nom de Cadorama aurait voulu mettre fin à ses jours, mais au moment où il allait le faire, le Padre Pio lui aurait apparu et lui aurait dit « Ne faites pas cela ».
Le général Cadorama ne le connaissait pas. Aussi eut-il un choc quand, ensuite, il vit sa photo dans le journal et le reconnut. Il alla au monastère et, effectivement, établit que c'était bien le même homme qu'il avait vu. Les stigmates de Padre Pio, cependant, ne s'infectaient jamais. Au contraire, ce sang était parfumé. À un journaliste qui lui aurait demandé comment c'était possible, Padre Pio répondu « À votre avis, comment un bœuf fait pousser ses cornes ?» Il n'en avait aucune idée. Pour éviter la publicité, Padre Pio resta enfermé sans dire la messe jusqu'en 1933. Mais il y eut alors un témoignage de guérison. Gemma était une petite fille aveugle, née sans pupille. Mais quand elle rencontra Padre Pio, elle put voir à 80%. S'agissait-il d'hystérie? Bonne question. Quand Padre Pio dit sa dernière messe le 22 septembre 1968, ses stigmates avaient disparu et il décéda peu de temps après. En plateau, on parla qu'il est d'une possible dermatose dont aurait souffert Padre Pio, qui aurait produit le même saignement. Mais avouez qu'il serait étonnant qu'une dermatose soit localisée exactement à l'emplacement des blessures supposées du Christ. Que dire de plus depuis? Eh bien, en 1997, Padre Pio a été déclaré bienheureux, et en 2002, saint. Donc, pour ce point, il a eu plus de chances qu'Yvonne aimait. C'est donc que ce dont il était capable a été reconnu plausible par l'Église. On n'a pu ni infirmer ni confirmer l'hypothèse de la dermatose, si vous préférez. En 1987, pendant la guerre en Afghanistan, celle entre, précisons, l'URSS et l'Afghanistan, un journaliste du nom d'Alain Guillot, français, vit sa tête mise à prix, car il fut considéré comme un espion, carte de presse ou pas. Donc, il fut mis 9 mois en prison à Kaboul. On voulait le forcer à faire de faux aveux. Alain Guillot s'y refusait et il partagea la cellule de Mohamed, qui parlait français. Au début, il eut peur que cet autre prisonnier n'avait été mis là pour l'espionner. Mais il n'en était rien, et il devint ami avec Mohamed. Alain Guillot voulait communiquer à l'extérieur. Mais évidemment, c'était impossible. Bien que ça paraisse fou, il testa la transmission de pensée. Le 5e jour, alors qu'il s'y essayait, il vit que son index, comme par écriture automatique, formait les mots « Qui es-tu » sur le sol. Puis « Parle, je suis là ». Il commença à entendre des voix, se réveilla en sursaut, demanda à Mohamed « Est-ce que tu me parles ?» et il dit non. Et en rêve, aussi, Alain Guillot commença à se voir en France. Cela voulait-il dire que la délivrance était proche. Dans tous les cas, Alain Guillot commençait à entendre de plus en plus souvent des voix. C'est comme s'il parlait avec l'au-delà et avait l'impression de visiter un univers immense. Il commença aussi à se demander si on ne droguait pas sa nourriture, pour qu'il en soit là. Pour tester, il jeûna pendant 10 jours et ne mangea rien de ce qu'on lui apportait. Mais il continuait d'entendre des voix, ce n'était donc pas ça. Bientôt, les voix furent si envahissantes qu'il se jetait contre les murs de sa cellule pour les faire taire, et il ne resta plus qu'une seule voix. À la suite de son procès, Alain Guillot fut condamné à 10 ans de prison, mais il fut finalement libéré sous la pression de l'État français. En plateau, Alain Guillot a témoigné de les voix étaient encore là, et surtout, elles seraient assez autoritaires, mais néanmoins bienveillantes. Honnêtement, qu'est-ce que c'était? Il soutient que c'était des voix venues de l'au-delà, mais des voix qui l'aidaient, qui l'encourageaient à ne pas céder sous la pression. Il soutient qu'il n'est pas fou et qu'il n'avait pas été drogué. Que dire de plus là-dessus, sinon que aujourd'hui,
Linguillou est encore vivant. Il a écrit 3 livres sur le sujet. A-t-il entendu ce qu'il prétend avoir entendu? Ce mystère n'est pas éclairci. Maggie Lebrun dirigeait des groupes de prière œcuméniques, rassemblant des magnétiseurs, des médecins, mais aussi des simples citoyens, dans le but de canaliser l'énergie pour guérir ou aider à partir des malades condamnés, participant également à ces groupes de prière. En 1976 à Grenoble, un chirurgien dentiste du nom de Jacques Brossier avait été opéré, puis guéri d'une tumeur. Mais en 1979, après sa rémission spontanée, il y eut une résurgence. Que faire? Cette famille s'inscrivit au groupe de prière. Christophe, le fils de Jacques, se souvint avoir eu des pensées positives pendant cette période où ils étaient dans le groupe qui rassemblait en fait toutes les religions et même parfois des personnes athées. Les croyants, selon Maggie Lebrun, prient Dieu et les athées prient les forces positives de l'univers. Après 1 an de ces groupes de prière et malgré le fait que Maggie Lebrun pensait que Jacques Brossier était condamné, il eut une guérison totale. Les groupes de prière existaient alors encore. À 20h30, tous les jours, ceux qui en font partie s'arrêtent et s'engagent à prier pour la guérison des malades. Or, il est 20h30 toujours partout dans le monde, ce qui veut dire que ces prières ne cessent jamais. En plateau, Maggie Lebrun témoigna à propos de son livre « Médecin du ciel, médecin de la terre ». Elle était opposée à des personnes qui lui demandaient s'il s'agissait d'une secte, mais elle assura que non. Elle rappela qu'en aucun cas, elle n'encourageait ceux qui suivaient un traitement médicamenteux à l'arrêter. Je suis d'accord avec elle, d'ailleurs. 1 an après avoir guéri, Jacques, lui, aurait arrêté les livres de spiritualité. Apparemment, il n'en éprouvait plus le besoin. Que dire de cela aujourd'hui? Eh bien déjà, j'ignore si les protagonistes sont vivants à l'heure actuelle, y compris Maggie Lebrun. Cette dernière a écrit plusieurs livres, comme souvent avec les témoins de ces histoires. Enfin, son groupe de prière existe encore. Mais aujourd'hui, les gens qui y prient plutôt à 21h chaque jour. Michel Klein, le célèbre vétérinaire qu'on voyait au Club Dorothée, évoquait au début de cette histoire le 6e sens que posséderaient les chats. Et cela était confirmé par le témoin Raymond Bernard, un de ceux qui avait envoyé son histoire à Mystère quand on avait demandé des témoignages. Mais je me demande si ce n'est pas la seule histoire mise en scène à la suite d'un témoignage. Voici ce qu'il disait. En avril 1965, sa femme et lui étaient partis en pique-nique avec leurs 4 enfants et leur chat Zuma, qui était tout noir. Oui, je sais, une couleur assez mystique chez les chats, je sais pas s'il y a un lien, vous allez voir. Une fois à l'orée de la forêt, Zuma est parti à filer là-bas, sans se retourner. Personne n'était inquiet, il paraît que Zuma revenait toujours après des escapades. Bon, moi à leur place je me serais méfié. Emmener un chien en pique-nique je dis pas, mais un chat c'est plus hasardeux. Et ce qui devait se passer arriva. À l'heure de partir, Zuma n'avait pas réapparu. La famille rentre dans la forêt, l'appelle, le cherche pendant un moment, mais il n'est pas là. Comme ce jour-là était celui de son anniversaire, Raymond voulait rentrer dès à présent, malgré que ses enfants soient si tristes d'avoir perdu le chat. Mais il insista, les fit monter en voiture, rentra chez lui, mais pendant son dîner d'anniversaire, il n'y avait que des visages moroses. Fâché, Raymond envoya tout le monde se coucher. Puis se mit au lit aussi, déjà résigné, pensant qu'il allait acheter un autre chat à ses enfants. Sauf que, cette nuit-là, Raymond rêva de Zuma. Et il entendit clairement une voix qui lui semblait celle de Zuma et qui disait « Pourquoi m'as-tu abandonné? Viens me chercher !»
et il vit Zuma couché dans la fourche entre deux arbres de la forêt. Raymond se réveilla en sursaut et se sentit poussé à agir, bien qu'on soit au milieu de la nuit, comme guidé par une transmission de pensée. Il emmena ses fils avec lui, et là, surprise, en arrivant à l'orée de la forêt, ils trouvèrent Zuma exactement là où Raymond avait rêvé qu'il se trouvait. En plateau, on parlait du témoignage d'un écrivain, qui, lui, avait un chat qui avait disparu aussi, ce n'était pas dans ses habitudes. Suite à une sorte d'intuition, l'écrivain trouva son chat piégé dans la forêt, la patte dans un piège à renard. Comme s'il y avait une télépathie entre eux. Les chats font partie des animaux, disait-on, qui peuvent communiquer leurs pensées. On aurait pu se demander pourquoi Zuma envoyait ce fameux rêve prémonitoire, s'il le pouvait, à Raymond, qui était celui qui l'avait abandonné. Mais en même temps, pragmatique, Zuma savait peut-être qu'il s'agissait du chef de famille, et que si quelqu'un pouvait décider de prendre la voiture pour aller le chercher, c'était lui. Télépathe et intelligent. Je ne peux rien dire de plus sur cela aujourd'hui. Sans doute que oui, ce rêve prémonitoire est vrai. À savoir s'il a été induit par un quelconque pouvoir du chat ou si c'est juste un rêve prémonitoire, c'est une autre affaire qui n'a pas encore été résolue aujourd'hui. Dans cette histoire américaine et donc issue d'une Solved Mysteries, Vicky Doroshenko, qui avait 19 ans en 1984, a été victime d'un accident 2 ans avant. Elle s'évanouissait, avait régulièrement des migraines, et en 1986, elle fut diagnostiquée comme épileptique. Elle pouvait avoir jusqu'à 24 crises chaque jour, pendant lesquelles ses poumons pouvaient s'emplir de fluide, ce qui était dangereux. En 1987, elle fut donc inscrite à un programme qui consistait à avoir un chien handicapé à ses côtés, qui pouvait prévenir du monde si elle se retrouvait à faire une crise. Le jour où elle rencontra l'un des Golden Retrievers qui lui était destiné, Vicky fit une crise et ce chien ne bougea pas. L'autre Golden Retriever, qui était dans la pièce, Harley, se leva et se coucha sur Vicky, alors qu'il n'avait encore rien appris de sa mission. Au réveil, Vicky insista pour prendre Harley plutôt avec elle. Elle avait raison. Ses crises diminua et elle put retourner à l'université. Et là, quelque chose de curieux se produisit. Alors qu'un jour, Vicky était sur le campus, Harley se mit soudain à aboyer frénétiquement et semblait vouloir l'entraîner à l'intérieur. Vicky ne comprenait pas pourquoi, mais elle entra dans une salle de classe, s'assit et demanda si elle pouvait attendre là, aux surveillants. Harley semblait s'être calmée. 5 minutes plus tard, la pauvre Vicky était prise de convulsions et avait une crise d'épilepsie. Ce que Harley semblait avoir deviné. Par la suite, 15 à 45 minutes avant que Vicky n'ait une crise, son chien l'a poussée dans un endroit couvert. Elle comprenait et allait s'asseoir. Selon un témoignage, au moins 15 autres chiens avaient été répertoriés avec cette capacité. Mais d'où vient-elle? Eh bien, en commentaire, tout ce que je pourrais vous dire, c'est que Vicky a par la suite eu un mari, des enfants, mais qu'elle est morte le 26 février 2022. Et Harley aussi, je présume. Et non. Aujourd'hui encore, on ne peut pas expliquer ses capacités. Il y a eu le témoignage dans ce reportage de Gwenland de Gizek, qui était druide. Eh oui, un vrai druide. Un témoin du nom Catherine Giraudot a dit aussi qu'elle avait vu dans la forêt de Brocéliande une forme humaine, évoquant une dame blanche. Peut-être Viviane.
à la fontaine de Barenton, un autre témoin du nom de Serge Bellman, la fontaine de Barenton étant dans la forêt de Brocéliande, pour ceux qui connaissent, avait dit avoir vu le visage de Merlin se refléter dans l'eau. Un historien du nom de Christian Guyenvarch, lui, dira qu'en 1964, il avait réussi à provoquer une averse en versant de l'eau sur la pierre de la fontaine de Barenton, ainsi que le voulait la légende. Moi, j'ai pas osé le faire le jour où j'y étais, entre parenthèses. Une infirmière, sinon, du nom de Marielle Pernin, dira avoir vu des lutins faire une ronde dans le forêt de Brocéliande et lui aurait demandé de dire à tout le monde qu'ils existaient pour de vrai. Gwenland de Gizek, lui, parla du métier de druide comme être un pont entre notre monde et le monde des gnomes et des fées et des lutins. Une druidesse du nom de Geneviève habitait dans les années 1960 au manoir dit du Tertre, donc près de la forêt. Un enfant à l'époque de 9 ans, Hervé Guggenheim, entra un jour dans cette maison avec ses parents. Soudain, il vit Geneviève, et Geneviève lui annonça avec tranquillité: « Cette maison, elle sera à toi, un jour. » Hervé aurait eu si peur qu'il a pris ses jambes à son cou sans demander son reste. Là-dessus, 30 ans plus tard, sa voiture tomba en panne devant le manoir du Tertre et s'arrêta pour y dormir. Il vit que la maison était à vendre. Il la racheta. Hervé dit aussi qu'il avait rencontré sur les lieux un vieil homme qu'il ne connaissait pas. Il y avait aussi sur les lieux une dame qu'il n'avait jamais vue non plus. Mais le vieil homme assura à cette dame qu'Hervé serait son mari. Ce fut le cas, il rencontra sa femme de cette manière. Et le petit vieux, ils l'ont jamais revu. Alors c'était qui? J'ai une petite hypothèse, peut-être Merlin, mais bon, je ne savais pas qui jouait les entremetteurs. Le reportage évoquait aussi le Val sans retour, vous devez connaître l'histoire comme moi. La fée Morgane y avait enfermé tous les chevaliers infidèles, à l'exception de Lancelot qui n'avait pas succombé à son maléfice. On reçut l'universitaire Michel Raoult, Gwenland de Gizek donc, et Uderzo. Ouais, ben oui, il dessine panoramique, il s'y connaît forcément. Ce dernier avoua d'ailleurs qu'il n'avait jamais vu de vrai druide jusqu'à ce jour-là. Gwenland de Gizek expliqua que les serpes n'étaient pas forcément faites en or d'ailleurs. Mais qu'à part ça, Uderzo avait, Goscinny, avait décrit des choses plutôt exactes, notamment rapport au fait que le barde et le druide avaient des fonctions distinctes, alors qu'il arrivait qu'on les confonde autrefois. Le Gizek expliquait aussi qu'un druide, ça pouvait parfois être un devin. Il parla aussi de la fête du 1er mai, connue comme étant Beltane dans certains milieux aujourd'hui, et des cérémonies extérieures, et il expliqua que la famille royale d'Angleterre avait le titre honorifique d'archidruide. Entre parenthèses, c'est vrai, je les ai vus sur les photos du jour où ils étaient nommés comme tels au musée de la magie d'Édimbourg. Même Churchill aurait été un initié. Il y avait des épreuves, et il y en a aujourd'hui encore, pour devenir druide. Il faut notamment apprendre le breton celtique. On lui demanda si être druide, ou en tout cas croire à la religion celtique, était faire preuve de nationalisme. Mais Gwenland assura que non, et qu'il assura d'ailleurs que l'extrême droite leur avait volé la croix celtique, qui existait bien avant de se faire détourner de la sorte. Et il a raison là aussi. Que dire de plus sur tout ceci? Que d'abord, hélas, Gwenland de Gizek est mort en 2008, et Uderzo en 2020, mais vous devez le savoir. Il est possible de séjourner actuellement au manoir du Tertre, mais je ne sais pas s'il appartient toujours à Hervé. Enfin, j'envie beaucoup cette chère Marielle Pernin, mais si elle a parlé, je crois que personne ne l'a cru. Et très honnêtement, j'aurais adoré pouvoir faire la même chose qu'elle. Mais je n'ai rien vu quand j'étais à Brocéliande.
Alors les jumeaux, j'en ai déjà un petit peu parlé dans une autre vidéo, celle sur le roi et son sosie, une légende qui est absolument vraie d'ailleurs. Et petit rappel des faits. En janvier 1939, Helen Thorensen, une Finlandaise de 22 ans, est partie dans la précipitation au Royaume-Uni en tant que jeune fille au père. Et c'était pour cacher sa grossesse à ses parents. Grossesse hors mariage, bien sûr. Sur place, elle met au monde 2 jumelles, Barbara et Daphné. Elles seront adoptées séparément. Et Hélène retourne au pays, se marie en 1942, mais finit par se suicider. Elle ne reverra jamais ses filles. Barbara sera adoptée à Londres par les Censel. Et Daphné à Bedford par les Millwall. Étonnamment, elles seront toutes les deux mauvaises en maths et en sport, mais elles aiment toutes les deux l'art. Daphné savait qu'elle avait une sœur jumelle parce qu'on lui avait dit, et sans qu'elle sache expliquer pourquoi, elle était persuadée que sa mère biologique était repartie vivre en Australie et qu'elle avait emmené sa sœur, ce qui n'était pas le cas. Bientôt, elles durent toutes les deux abandonner leurs études et souffraient toutes les deux de la même faiblesse à la cheville. Barbara alla habiter à Douvres chez une amie à l'âge de 17 ans et fit la rencontre de Frank Herbert qui avait 22 ans. De son côté, Daphné rencontra un certain Peter et elle se maria avec lui, le même jour que Barbara. Oui, ce n'était pas vraiment prévu, mais ça se passa ainsi. Barbara, en consultant son certificat de naissance, découvrit alors qu'elle avait une sœur jumelle. Elle voulut la retrouver, mais ce ne fut pas facile. Plusieurs années s'écoulèrent pendant lesquelles les 2 sœurs firent 2 fausses couches, eurent 2 fils, puis une fille. À la rubrique Astrologie des annonces des journaux, en 1978, Barbara passa une petite annonce pour retrouver sa sœur jumelle. En juin 1979, Daphné lui répondit. Elles se fixèrent rendez-vous et se retrouvèrent sur un quai de gare de façon très émouvante. Ensuite, elles remarquèrent toutes les coïncidences dont je vous ai parlé. En plateau, on interviewait 2 jumelles qui étaient mariées elles aussi, et 1 an d'intervalle. Mais celle qui s'était mariée la deuxième dit que pendant 1 an, elle avait été très jalouse de son beau-frère. On évoqua aussi, c'était un sujet d'Unsolved Mystery, les Jim, dont j'avais parlé aussi. Jim Lewis et James Springer, qui habitaient à 5 km l'un de l'autre, partaient en vacances au même endroit, fumaient la même marque de cigarettes, de bière, et avaient conduit la même voiture, souffraient tous 2 de migraines, avaient appelé leur fils Alan, avaient été mariés à une femme qui s'appelait Hilda, puis à une autre qui s'appelait Betty, avaient tous les 2 appelé leur chien Toy, et avaient tous les 2 été policiers. Ils s'étaient retrouvés en 1979 et constaté toutes ces ressemblances. Elisabeth Tessier, interrogée en plateau, révéla que le 4 juin 1738, naquirent en Angleterre 2 hommes qui se marièrent tous les 2, un 10 septembre 1761, eurent le même nombre d'enfants, les mêmes maladies et moururent le même jour. L'un était un quincaillier du nom de Samuel Remlings, l'autre était le roi George III. Il est très possible, finalement, alors que j'ai pas pu retrouver qui c'était au départ, que cette anecdote ait été rapportée, comme je vous l'ai dit, dans le roman 2 pour 1, quand sont évoqués le thème des jumeaux dits astrologiques. Sauf que dans ce cas-là, Samuel Remlings était donc quincaillier et non pas tailleur, comme on le rapporte dans cette histoire. Par jumeaux astrologiques, on sous-entend que des personnes qui sont nées le même jour à la même heure au même endroit ont forcément le même destin. Ça peut s'appliquer à des gens qui n'ont aucun lien entre eux, comme ici, mais aussi aux jumeaux, même si on les sépare. Je dis, je crois guère à l'astrologie. Mais c'est l'une des coïncidences troublantes qui me fait quand même me demander s'il n'y a pas de fumée sans feu. Et donc, je n'en sais pas plus sur cette histoire aujourd'hui. J'ignore même si Daphné et Barbara sont hors de ce monde. Les dauphins sont comme les chats, ils ont des capacités paranormales, semble-t-il.
Par exemple, ils mettent fin à leur jour parce qu'ils ne supportent pas la captivité, par exemple en retenant leur respiration. Dans un Marineland, attention, ce que je vais vous révéler est plutôt triste, se trouvait une dauphine qui s'était fait connaître en étant de celle qui avait endossé le rôle de Flipper le dauphin dans la série du même nom. Son dresseur, Rick O'Barley, l'avait appelée Cathy. Elle finit ses jours dans un aquarium de Miami et était complètement déprimée. Un jour que Rick lui avait rendu visite, elle vint le voir, lui donna un petit coup de tête sur la main, puis elle retourna au centre du bassin et, cessant de respirer, se laissa couler jusqu'au fond. Le font-ils exprès? C'est pas possible selon certains scientifiques, parce que les animaux n'ont pas conscience de leur faim. S'ils cessent de respirer, dans le cas des dauphins, ce serait dû à un dérèglement du système interne, dû lui-même à un parasite qu'ils auraient dans l'oreille interne. Et s'ils sont capables, apparemment, de ressentir certaines choses, aussi comme une forme de télépathie, ce serait dû à un écho de leur sonar qu'ils utilisent pour communiquer entre eux, et qui excite les particules de magnétite, auxquelles ils sont sensibles et qui sont dans leur cerveau. Les dauphins semblent avoir une certaine proximité avec l'être humain. Des pêcheurs au Brésil racontèrent comment certains leur avaient sauvé la vie. Ailleurs, ils peuvent être en symbiose avec des pêcheurs, justement, et rabattre les proies pour eux. C'est dans leurs habitudes aussi de jouer avec les enfants, et les dauphines en particulier, qui ont un fort instinct maternel, accompagneront toujours à la plage un enfant en danger de noyade. Déjà protectrice avec ses petits, une dauphine le serait avec les petits des autres espèces, y compris les humains. En Grèce, on disait que cette proximité était due au fait que les dauphins avaient été des humains, métamorphosés par le dieu Dionysos. En vrai, qu'en est-il? Eh bien, je suis comme vous, je n'en sais pas davantage, je ne peux pas expliquer la proximité de l'espèce des dauphins avec celle des humains. Brigitte Pastor était une boxeuse professionnelle qui devait disputer un grand championnat le 15 mai 1989. Mais hélas, elle souffrait de violentes douleurs dans le dos. Elle fit le match, mais ensuite, cette championne de France était régulièrement réveillée par de violentes douleurs. Elle consulta un docteur en Avignon, mais rien à faire. La douleur persistait, elle traînait la jambe. Les spécialistes se demandaient si elle n'avait pas un début d'hernie, et aucun traitement n'avait d'effet. N'en pouvant plus, et ne pouvant plus s'entraîner, elle alla consulter un rhumatologue, qui lui dit d'arrêter la boxe. Mais pour Brigitte Pastor, autant lui interdire la vie elle-même. Elle aimait beaucoup trop boxer. Alors, quand on lui parla d'un prêtre, André Allemand, qui aurait la capacité de faire passer certaines douleurs, elle décida de le consulter. Le père Allemand avait un établissement spécialisé dans l'accueil des plus démunis, mais aussi, toujours gratuitement, parce que selon lui c'était pas bien de faire payer ce genre de choses, par imposition des mains, il pouvait soulager certaines douleurs. Brigitte Pastor n'était pas croyante et elle ne l'est toujours pas aujourd'hui. Toutefois, elle n'ayant rien à perdre, elle consulta le père Allemand. Celui-ci, à l'aide d'un pendule, localisa une vibration magnétique au niveau de sa douleur. Puis, il lui imposa les mains. Mais, curieusement, cela fit empirer encore la douleur pour la pauvre Brigitte. Elle passa 3 jours au lit, en maudissant ce curé, et puis, plus rien. La douleur disparut complètement du jour au lendemain et n'est jamais revenue. En 1993, Brigitte Pastor était championne du monde. Aurait-elle provoqué inconsciemment sa guérison? C'est l'une des hypothèses retenues par les scientifiques. En plateau, mis à part le fait qu'il dit organiser un gala en faveur de la passerelle, c'est-à-dire son association d'ados démunis, le père Allemand expliqua qu'il avait découvert ses capacités grâce à une amie qui souffrait de douleurs persistantes au bras.
À l'origine pour plaisanter, le père lui avait imposé les mains sur le bras, mais cela avait marché, elle avait guéri. Sceptique, des médecins en plateau répondirent que cette amie, peut-être Brigitte Pastor, était simplement hyper réceptive. J'avoue ne pas trop savoir ce qu'ils entendent par là. Que dire là-dessus? Que le père allemand a écrit des livres déjà, mais je ne sais pas s'il est vivant. Brigitte Pastor, oui, elle est devenue coach de boxe. Et c'est tout. J'imagine qu'elle ne souffre plus, et non, je ne peux pas non plus expliquer sa guérison. Le magnétisme ne s'explique toujours pas aujourd'hui. Le 20 octobre 1980, David Bianchi et sa femme eurent tous les deux un accident terrible qui les firent une expérience de mort imminente. Et tous deux virent la lumière, comme on dit. Pire, ils virent leur fils qui était décédé. Ils se racontèrent leurs souvenirs, et le fils annonça à son père qu'il devrait subir une opération. Ce fut vrai. David Bianchi se réveilla, et, quelque temps après, dut subir une intervention chirurgicale dont il n'avait aucune idée à ce moment-là. Ces personnes ont-elles vu l'au-delà? Encore une fois, je ne saurais pas vous le dire. Parce que, aujourd'hui encore, les NDE, ou Near Death Experience, expérience au port de la mort, n'ont toujours pas trouvé leur résolution comme je vous l'expliquais plus tôt. En 1979, Monique Simonet, à l'aide d'un magnétophone, décida s'enregistrer afin d'espérer entendre les morts. Elle venait entendre parler de cette technique dans une revue. Elle s'enregistra, attendit, puis en réécoutant, elle crut entendre son père la mettre en garde contre ses médicaments périmés. En vérifiant, oui, ses boîtes de médicaments étaient bien périmées. Ça alors. Elle pensa ensuite à son petit-fils qui était mort à l'âge de 11 ans, Marcel dit Cécile. Elle appela Marcel, s'enregistra, attendit, et elle entendit effectivement des échos d'une voix qui lui sembla être celle de Cécile. Il dit que là où il était, il y avait de la joie. Il lui fit écrire, par écriture automatique, à propos de personnes qui cherchaient à avoir du contact. Monique Simonet écrivit tout un livre, et entra notamment en contact avec Thérèse Pascal, morte par accident le jour même. Elle parla de son histoire à des journalistes qu'au début ne la croyaient pas, mais Monique assura qu'elle avait vu le visage de son grand-père sur sa télévision pourtant éteinte et sans antenne, donc il ne pouvait capter aucun programme. Elle filma l'écran au caméscope, et un autre témoin, son ami Jacques Blangarin, lui, reconnut le visage de sa femme toujours sur la télévision éteinte, de son côté. Il y eut une mise en garde toutefois à cette communication avec les trépassés. Certaines personnes qui s'y adonnent ne le supportent pas et mettent fin à leur jour à ce qu'il paraît. Que dire de plus là-dessus sinon que Monique Simonet écrit beaucoup de livres. Mais je ne sais pas si ce qu'elle a fait fonctionne vraiment. Mis à part l'écriture automatique, la transcommunication instrumentale, qui est née avec les technologies du son, consistait, comme je vous ai dit à l'époque, à s'enregistrer sur une cassette vierge avec un magnétophone, puis réécouter la bande. Et c'est là, nous disent ceux qui pratiquaient cela, qu'on entend généralement des voix fantomatiques, et en se concentrant, on distingue des syllabes et on peut reconnaître la voix de la personne. Je n'ai jamais essayé. Et puis, je sais comment on fait donc avec une cassette, mais j'avoue, est-ce que vous obtiendrez le même résultat si vous enregistrez sur votre téléphone aujourd'hui? C'est une bonne question. Il paraît qu'il ne faut rien dire et attendre, puis écouter le silence. Mais je n'ai jamais testé. Si vous le faites, dites-le moi en commentaire. Alexandre Balou introduisait le reportage en demandant si on se souvenait d'Aurore Boiseau.
Pas moi et sans doute vous non plus. Mais en fait, c'était une enfant pour laquelle une grande campagne, donc avant l'heure de financement, mais pas encore en ligne, avait été faite, afin qu'elle puisse être opérée d'une grave maladie. En 1981, sa mère, Nadège Antoine, avait voulu aller voir par curiosité la voyante Danielle Verne. Elle n'avait pas l'habitude des voyantes. Mais une amie lui avait recommandé, et Nadège Antoine était curieuse de son avenir à l'époque professionnelle. Le 7 mars 1981, Danielle Verne lui fit la surprenante prédiction d'un déménagement en province. Mais Nadège ne voulait pas quitter Paris. Ça n'est pas tout. Danielle Verne avait compris que Nadège avait un jeune enfant, à l'époque Aurore, qui avait 1 an, et la voyait être très malade, et partir à l'hôpital. Nadège Antoine partit très en colère, se disant que Danielle Verne devait être folle. Mais elle commença à faire des cauchemars récurrents dans lesquels elle voyait Aurore être malade. Pour se rassurer, elle alla voir un docteur. Celui-ci fit une radio à Aurore et remarqua qu'elle avait une malformation cœur-poumon de naissance qu'on n'avait pas remarqué jusqu'ici. D'habitude, ceux qui en sont atteints ne peuvent être sauvés que par une greffe. Nadège déménagea effectivement en Provence pour que sa fille respire un air plus pur. D'après les spécialistes des transplantations d'organes, il fallait que les organes grandissent avec la personne greffée. Ce qui fait qu'en général, on ne greffait que les adultes. Rien ne pouvait être tenté avant la puberté dans le cas d'Aurore, et Nadège se demandait si elle survivrait d'ici là. Toutefois, le 6 mars 1985, elle lut dans les journaux qu'avait lieu la première greffe réussie sur un enfant, à Londres. Comme l'opération serait très coûteuse, le journal La Provence organisa des galas de charité afin de récupérer suffisamment d'argent pour sauver Aurore. En novembre 1985, Nadège Antoine consulta à nouveau Danielle Verne. Celle-ci lui assura que la première opération sur Aurore allait échouer, mais que la seconde serait un succès. Effectivement, alors qu'on annonça que un cœur et un poumon étaient disponibles pour Aurore et qui fut emmenée en urgence à Londres, les organes arrivèrent trop tard. Toutefois, la seconde fois que des organes furent de nouveau disponibles, cette fois-ci cela marcha. En plateau, on partagea l'expérience d'un homme qui a fait de la moelle osseuse. Mais vous me direz, rien de pas normal dans cette histoire, excepté une chose, cela avait été prédit par une voyante. N'importe quoi aurait pu l'être. Et c'est vrai. Et c'est de toute façon pas la seule fois où il aurait été question de voyance dans Mystère. Qu'en est-il aujourd'hui? Aujourd'hui, Danielle Verne a un site et exerce encore. Elle a écrit des livres, elle peint, elle sculpte. Mais hélas, pour ce qui est d'Aurore Boiseau, elle est décédée en 2008, d'un rein infecté. En effet, les médicaments que doivent prendre les personnes greffées pour éviter un rejet ont tendance à épuiser les reins. Les siens s'étaient si abîmés qu'elle devait envisager une nouvelle greffe, cette fois-ci des reins, puisqu'ils étaient détruits. Mais son nouveau rein s'était donc infecté. À 27 ans, Aurore était la doyenne des greffés de France, car d'habitude, ils ne vivent pas si vieux. L'association Aurore Boiseau existe aujourd'hui, afin d'expatrier, quand cela est nécessaire, les malades en attente d'une greffe. En 1982, dans un foyer pour jeunes handicapés de Saint-Égrève, vivaient quelques enfants sourds-muets, dont Alain. Je n'ai pas son nom de famille, il s'appelait juste Alain. Un jour, son foyer donc partit en expédition pour aller visiter les grottes de Corange dans le Vercors, pour ceux qui connaissent. Alain, trop enthousiaste, s'éloigna trop de l'entrée de la grotte et alla se perdre dans la forêt. On le chercha pendant 2 jours,
et je pense que vous devinez la difficulté à retrouver un sourd muet. Déjà, ça ne sert à rien de crier son nom. Et en plus, en 1982, il n'y a pas de téléphone portable. Alors que faire? On s'adressa à Jean-Louis Crozier, un médium, qui utilisait une carte pour retrouver les gens, et un pendule. En se servant de sa carte et de son pendule, il parvint à localiser le pauvre Alain qui fut ainsi retrouvé. En plateau, Jean-Louis Crozier expliqua qu'il avait plusieurs affaires de disparition sur le feu, qu'il en avait résolu la plupart, mais que certaines il disait être en attente, pour ne pas dire que c'était un échec, du moins jusqu'ici. Bon, il avait raison sur un point, on ne peut pas savoir si c'est un échec jusqu'à la fin. Mais l'une des affaires en attente donc, dont il a parlé était l'affaire Philippe de Dieuleveux. Je crois qu'on peut dire qu'il a raté parce que d'abord, Philippe de Dieuleveux, personne ne sait encore où il est. C'était un présentateur télé qui a disparu, pour ceux qui ne le sauraient pas. Et pour ce qui est de Jean-Louis Crozier, eh bien il est mort en 2008, donc sans avoir retrouvé Philippe de Dieuleveux entre autres. Mais sa fille poursuit son œuvre et elle écrit des livres aujourd'hui encore. Luce Grimaud était une voyante qui avait une manière très originale de prédire l'avenir. Au lieu de simplement regarder une boule de cristal, elle la filmait, puis prenait des photos. Elle faisait ça de manière très clinique avec une blouse blanche. Pendant qu'elle filmait, elle ne parlait pas et tournait autour de la boule. Selon un comité d'experts, ce qu'elle voyait entre guillemets sur les films, c'est une simple décomposition de la lumière. Mais Raymond Pellegrin, l'un de ses clients, était intéressé, parce qu'il avait vu un visage de petite fille sur le film qui a été pris et avait reconnu sa sœur. Je ne peux rien dire de plus sur Luce Grimaud aujourd'hui, parce que justement on n'en parle pas, je n'ai pas retrouvé de traces. Sa manière d'exercer la voyance était bien sûr originale, mais à ma connaissance elle n'a pas fait beaucoup d'émules. Je ne connais aucune autre voyante qui filme une boule de cristal au lieu de simplement regarder dedans. Le reportage retraçait les origines de l'alchimie que vous connaissez peut-être. À savoir que les Chinois, en cherchant à exercer l'alchimie, avaient découvert la porcelaine, la poudre et la poudre à canon. On avait aussi découvert le sel d'argent à l'origine des photographies, 100 ans avant les premiers daguerreotypes. Rappelons au passage que l'alchimie, c'est la science de découvrir la pierre philosophale, ou œuvre rouge, qui rendrait immortelle. Mais d'autres œuvres, ou pierres philosophales, pourraient, elles, changer les métaux vils comme le plomb en or. En gros, c'est une science qui parle de tout rendre plus parfait. Mais est-ce seulement de la chimie? Y a-t-il autre chose qui est beaucoup plus, disons, psychique? Les alchimistes semblaient avoir conscience de l'existence des atomes bien avant Newton et Pierre Curie. La reine Christine, entre autres, elle aussi, aurait pratiqué l'alchimie. On rappela l'histoire de Nicolas Flamel, qui avait entre les mains le manuscrit d'Abraham le Juif. L'ayant décrypté, il sut comment faire la pierre philosophale pour laquelle il fallait avoir la foi et communier avec la nature. Mais sachez aussi qu'un alchimiste peut parfois se mettre en contact avec des vapeurs dangereuses et nocives pendant ses expériences. Il fallait aussi respecter les cycles lunaires, utiliser certains minerais, se servir d'eau de pluie, etc. Nicolas Flamel aurait ainsi atteint un premier stade, mais rien de probant, jusqu'à ce qu'il fasse un pèlerinage à Saint-Jacques-de-Compostelle. Il rencontre un autre alchimiste, juif celui-là, qui l'aida à décrypter le livre qu'il avait eu entre les mains, écrit par un autre alchimiste.
On l'avait revendu à l'école Naflamel, qui, si vous le savez, était écrivain public et collectionnait les livres. De retour chez lui, à Paris, Nicolas Flamel se remit à son athanor, c'est-à-dire à son four. Et c'est après 21 ans d'expérience qu'il trouva la pierre philosophale, celle qui changeait le plomb en or. De la sorte, Flamel aurait acheté 30 maisons dans Paris, fait construire des églises et des hôpitaux. Ça, c'est ce qu'on dit. Si vous ne le saviez pas, aujourd'hui, par fission nucléaire et donc transformation d'atomes, il est possible effectivement de transformer le plomb en or. C'est vrai. Mais déjà, l'or qu'on obtient ainsi coûte beaucoup plus cher que celui qui est déjà dans la nature, donc personne ne le fait. Et puis, la transmutation de la sorte était impossible au Moyen-Âge. Mais était-ce possible autrement? D'après l'alchimiste Fulcanelli, c'eût été possible, mais il fallait attendre le fonctionnement de la pile atomique en 1937 pour pouvoir y parvenir en se servant de l'atome. Un auteur du nom de Jacques Berger, l'auteur du Matin des magiciens, contacta Fulcanelli, qui le mit en garde contre le danger des atomes. Les alchimistes savent depuis longtemps, paraît-il, les dangers de la bombe atomique, bien avant qu'on ne la construise. Je rappelle que c'était en 1937. Le reportage interroge aussi Bertrand, un alchimiste alors moderne, qui dit que sa quête était avant tout une quête solitaire. En plateau, les intervenants dirent qu'il était en bonne voie d'obtenir une transmutation possible par la haute technologie. Que dire de tout cela aujourd'hui? Bien que même avec haute technologie, je ne pense pas que ce soit facile. Et que, oui, c'est toujours plus simple de trouver de l'or dans la nature. Voilà pourquoi on n'a pas recours au nucléaire pour en obtenir. Pas encore. Même si le coût de la transmutation des atomes, c'est vrai. En outre, il y a encore des alchimistes, des personnes qui espèrent transmuter les choses sans en passer au niveau atomique. Pourquoi pas, bien sûr. Mais à ma connaissance, personne n'a encore obtenu l'immortalité ni transformé le plomb en or. Ce qui est de Nicolas Flamel. Il y en a d'autres qui disent qu'il se serait enrichi en fait d'une autre bannière. On ne peut pas prouver que sa fortune, indéniable car elle a effectivement acheté beaucoup d'endroits, que sa fortune avait été obtenue en transformant le plomb en or.